Bonjour et bienvenue à ce dernier webinaire IMI hydraulique de l'année qui a pour thème les points clés d'une rénovation hydraulique performante. Vos présentateurs aujourd'hui sont Antoine Jauvert, chargé du support technique, Derrick Bernadou, responsable de l'équipe Projet France, et moi-même, Claude Guérin, responsable de l'équipe commerciale France. Vos micros ne sont pas actifs et vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de la présentation via la fenêtre « Questions ». Nous y répondrons au terme de ce webinaire. Ce webinaire fait partie d'un programme qui traite des problèmes hydrauliques rencontrés sur nos installations et des solutions que l'on peut y apporter. Les webinaires précédents sont disponibles sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Ce webinaire fait partie d'un programme qui traite... Pardon, excusez-moi. Des petits problèmes techniques. Le groupe IMI hydraulique, c'est 3 marques. IMI Pneumatex qui propose des solutions pour conserver une bonne qualité d'eau et des maintiens de pression. IMI TA pour les vannes d'équilibrage et de régulation hydraulique. Et IMI Meyer pour toute la régulation thermostatique. Je passe la parole à Antoine qui va assurer la première partie. Bonjour à tous. Ah, attendez. Hop. Voilà, donc bonjour à tous pour ce webinaire sur le diagnostic hydraulique pour la rénovation, pour une rénovation performante. Donc, dans la première partie de ce webinaire, la dernière fois, nous avions vu comment Antoine, réaliser un audit. Oui. Antoine, tu as ton mauvais écran. Tu es pas en mode présentation. Là. Paramètres d'affichage. Excusez-nous. Ça va aller. Ah, c'est toujours l'aléa du direct. Voilà. C'est mieux là? Parfait. Très bien. Excusez-moi. Allez, continue. Tout va bien. Merci Antoine. Donc, merci Jean. Donc, pour la première partie de ce webinaire, vu ensemble la dernière fois, nous avions vu les points clés donc, pour réaliser un audit de la chaufferie ou de la production de froid. Donc, notamment comment assurer une stabilité du maintien de pression, une bonne qualité d'eau et un point d'eau contrôlé. On avait fait également le tour des interfaces hydrauliques avec comment vérifier la compatibilité des débits et comment éliminer les débits parasites. Aujourd'hui, nous allons aborder l'audit de la distribution et des unités terminales. L'audit hydraulique de la distribution et l'importance de la mesure pour le diagnostic hydraulique. On a tous un jour été confrontés à, on a tous été un jour appelés sur un site qui est confronté à des problèmes hydrauliques. Et on ne sait pas vraiment par où commencer sur cette installation pour comprendre ce qui s'y passe, quels sont ces problèmes. On va, dans un premier temps, vérifier les consignes, les réglages, voir la température, la courbe de chauffe, si les pompes fonctionnent bien. Mais pour vraiment comprendre la source des problèmes hydrauliques, diagnostiquer ce problème, il faut pouvoir réaliser des mesures, connaître les informations caractéristiques de notre système pour comprendre ce qui dévie par rapport aux conditions normales. Donc pour ça, Lord Kelvin avait cité l'importance de la mesure et donc je tenais à rappeler ses propos. La mesure de 3 caractéristiques principales de l'installation, le débit, la pression statique ou pression différentielle et la température vont nous permettre de détecter de nombreux problèmes, notamment l'encrassement de filtres, d'échangeurs, de vannes, le mauvais raccordement de piquage ou d'unité terminale, des tuyauteries
à cause de la corrosion qui engendre une forte perte de charge, des vannes d'arrêt qui sont fermées, partiellement fermées alors qu'elles ne devraient pas l'être, des clapets anti-retour montés à l'envers, ou une hauteur de manométrique de pompe mal réglée, insuffisante ou trop forte. Pour diagnostiquer ces problèmes, pour les détecter, nous avons besoin de points de mesure et de diagnostic. Et les vannes d'équilibrage en sont un bon moyen. Avec les prises de pression équipées sur les vannes d'équilibrage, nous pouvons mesurer ces 3 grandeurs et c'est ce qui va nous permettre de détecter ces problèmes. Sur site, à quoi on peut être confronté? Et je pense qu'on a tous un jour été dans notre carrière, dans une chaufferie, sur un site, on constate des filtres. On peut rencontrer des filtres qui sont très encrassés, entartrés. On peut constater des corps étrangers dans les vannes. Donc là, par exemple, c'était sur un site où le client n'arrivait pas à fermer sa vanne. Donc, il soupçonnait un dysfonctionnement de cette vanne, alors qu'en fait, finalement, en l'ouvrant, on a découvert un morceau de canalisation qui était coincé à l'intérieur de cette vanne. Ici, pareil avec des tuyauteries où il y avait des bouchons présents. Alors, ça peut être aussi des canettes, des bouteilles. On peut rencontrer toutes sortes de problèmes. Et sur la dernière photo ici, vous pouvez remarquer un gant qui a été retrouvé coincé à l'intérieur d'une vanne. Donc, ce sont des problèmes que l'on peut rencontrer et qui vont générer des gros soucis de dysfonctionnement hydraulique. Pour détecter ces problèmes, pour pouvoir réaliser ces mesures, nous avons besoin d'outils. Le diagnostiqueur a besoin d'outils. Ces outils, le premier, c'est l'essentiel, il a besoin d'un appareil de mesure, comme le théascope, qui va permettre de mesurer débit, pression et température. On a d'autres supports à notre disposition, comme des disques de pré-réglage, qui vont nous permettre de vérifier le bon réglage de nos vannes. On a des logiciels, des outils plus numériques, logiciels de dimensionnement et de sélection. Et on les a également à disposition sur mobile, sur toutes sortes de mobiles. On a des applications comme iTools qui nous permettent de vérifier l'ensemble de ces grandeurs. De retour sur notre site, dans notre chaufferie, je vais vous présenter un exemple de diagnostic hydraulique sur un échangeur. Ici, on est face à un échangeur sur lequel on devrait avoir un débit de 1200 litres/heure, mais on constate sur place qu'on n'arrive pas à alimenter notre site de la bonne façon, on n'arrive pas à atteindre ce débit nominal. J'ai à ma disposition sur ce circuit avec un échangeur une vanne d'équilibrage qui va me permettre de mesurer le débit actuel, le débit effectif de mon échangeur à un instant T, et je constate qu'il est de 900 litres/heure. Mon échangeur est alimenté avec 900 litres/heure. Je constate qu'il y a un dysfonctionnement, je n'arrive pas à atteindre mon débit nominal. Maintenant, comment comprendre la source de ce dysfonctionnement? Je ne connais pas la perte de charge de mon échangeur, ce qui me permettrait de détecter des soucis, pourquoi il n'arrive pas à obtenir ce débit. Je ne connais pas la hauteur manométrique disponible en ce point de mon circuit. Je connais la hauteur manométrique de ma pompe sur l'installation, mais pas la hauteur manométrique qui arrive sur ce circuit, qui est disponible à l'entrée de ce circuit. Et je n'arrive pas à obtenir mon débit. J'aurai besoin de ces grandeurs, de ces deux grandeurs, la perte de charge de l'échangeur et la hauteur manométrique de pompe pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à obtenir ce débit. Eh bien, c'est possible. Pour ça, il y a une petite astuce, c'est qu'on va fermer la vanne d'équilibrage. On va la fermer complètement, on va tourner la poignée jusqu'à 0 et on va réaliser une mesure de pression différentielle sur cette vanne. En réalisant cette mesure sur cette vanne fermée, on obtient la hauteur manométrique effectivement disponible sur notre circuit. Ici, j'ai donc 60 kPa de disponible à l'entrée de ce circuit. Si à ces 60 kPa, je déduis la perte de charge de ma vanne d'équilibrage pour le débit que j'avais précédemment mesuré 900 litres/heure, donc
Cette perte de charge est de 3,4 kPa. Je déduis donc de ces 60 kPa à ma hauteur manométrique les 3,4 kPa et j'obtiens la perte de charge de mon échangeur pour 900 litres-heure. J'ai une perte de charge sur cet échangeur de 56,6 kPa. Très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces données? Eh bien, je connais la relation entre débit et perte de charge pour une installation hydraulique, que ce soit pour des vannes, des tuyaux ou des échangeurs. La relation entre débit et perte de charge, c'est la suivante. La pression différentielle, la delta P, elle évolue au carré du débit, proportionnellement au carré du débit. Et donc, grâce à cette relation, je sais que pour 900 litres-heure, j'ai 56,6 kPa de perte de charge sur mon échangeur. Grâce à cette relation entre débit et delta P, pour 1200 litres-heure, je sais que mon échangeur aura une perte de charge de 100 kPa. Donc pour mon débit nominal, voici la perte de charge de mon échangeur ici. Maintenant, je connais donc la perte de charge de mon échangeur pour mon débit nominal. Elle est de 100 kPa. Mais j'ai un problème. La hauteur manométrique que j'ai sur mon circuit, elle est de 60 kPa. J'ai donc besoin de 40 kPa de plus pour alimenter mon échangeur au débit nominal que je souhaite. Donc là, deux possibilités. Le problème peut venir de deux sources différentes. Soit en vérifiant par exemple la fiche technique de mon échangeur, j'ai bien une perte de charge qui devrait être de 100 kPa. À ce moment-là, donc, mon échangeur est alimenté correctement, c'est simplement que je ne l'alimente pas assez avec une hauteur manométrique qui n'est pas assez forte pour pouvoir l'alimenter avec le débit nominal. Ou alors, c'est que ces 100 kPa sur mon échangeur, ils ne devraient pas être si importants. Si je lis sur la fiche technique que j'ai besoin normalement de 50 kPa sur mon échangeur, eh bien, c'est que là, j'ai un excès de perte de charge sur cet échangeur. Et donc, cet excès, il est certainement dû soit à un encrassement, par exemple, ou à un corps étranger qui est venu se loger ici, au niveau de mon échangeur. Un encrassement, ça engendre automatiquement une augmentation de la perte de charge. Et donc, grâce à ces relations simples et à des mesures, j'ai pu directement cibler les deux possibilités de dysfonctionnement hydraulique sur mon circuit. Donc ces mesures, cette analyse, elle est possible sur des vannes d'équilibrage simples. Aujourd'hui, on va rencontrer également des vannes d'équilibrage dites indépendantes de la pression ou dites vannes automatiques. On va les rencontrer essentiellement sur des terminaux. Sur ces vannes, les prises de pression ne sont pas une option. Elles sont nécessaires. Comme sur les autres types de vannes d'équilibrage, sur les vannes automatiques, on a besoin de prises de pression pour mesurer débit, pression et température. Elles sont primordiales. Et chez IMI, on le fait sur toutes nos vannes d'équilibrage. Il y aura des prises de pression pour pouvoir réaliser cette analyse. Il faut pouvoir, en plus de mesurer le débit, la pression et la température, mesurer la hauteur manométrique, comme je l'ai montré précédemment. Il nous faut, pour analyser le problème sur notre circuit, la hauteur manométrique disponible, ce qu'apporte notre pompe à notre circuit. Et pour ça, on a développé une fonctionnalité également sur ces vannes automatiques qui sont, pourquoi elles sont dites automatiques? Parce qu'elles sont équipées d'un régulateur de pression différentielle. Eh bien, nous, on a développé une fonctionnalité où on peut en fait désactiver ce régulateur de pression différentielle. On le débraye de façon simple, ce qui va nous permettre de pouvoir mesurer la hauteur manométrique sur ce circuit. L'audit hydraulique de la distribution et le rééquilibrage hydraulique. Pourquoi je parle de rééquilibrage hydraulique? Parce que souvent, sur toute typologie de bâtiment, et notamment dans la rénovation, on constate des déséquilibres hydrauliques. Qu'est-ce qu'un déséquilibre hydraulique sur un bâtiment, sur une installation? Eh bien, on rencontre des disparités de température, des températures ambiantes sur l'installation
C'est-à-dire que sur une première zone du bâtiment, on va rencontrer une température ambiante assez élevée, 23 degrés, et puis à d'autres endroits, une température relativement faible, 17 degrés. Les occupants vont donc se plaindre d'inconfort, et donc nous, on va chercher à rétablir cet équilibre hydraulique. Ce déséquilibre hydraulique, cette disparité de température de fonctionnement, elle est due à des surdébits et à des sous-débits. C'est-à-dire que à proximité de ma pompe, juste en sortie de ma pompe, sur les premiers appartements, sur les premières unités, je vais faire face à des surdébits car il y a une forte pression différentielle disponible juste en sortie de ma pompe. Mais plus on va s'éloigner de cette pompe, plus on va progresser dans cette installation. Et lorsqu'on va arriver sur les dernières unités, sur les derniers appartements de mon bâtiment, eh ben, je vais faire face à des sous-débits importants. Et c'est là qu'on a un déséquilibre hydraulique, des surdébits à des endroits, des sous-débits à d'autres endroits. Et ce déséquilibre, il ne peut pas être résolu par notre régulation. On peut avoir les meilleures vannes de régulation du monde ou les robinets de radiateurs thermostatiques et avec les meilleures variations temporelles, etc. On ne pourra pas résoudre ce problème de déséquilibre hydraulique. Ce n'est pas la régulation qui le fait. Les problèmes, donc évidemment, ce sont des plaintes d'inconfort de la part de nos occupants. Et pour éviter ces plaintes, on va réaliser quelques opérations simples. On va notamment augmenter la température de départ, on va régler les pompes, on va les surdimensionner. Ce qui, au final, donc là, on va combattre les symptômes et au final, on va aggraver le problème peut-être car on va conduire à une surchauffe générale du bâtiment et à une consommation énergétique qui sera accrue. Car en effet, pour 1 degré trop de température ambiante sur notre bâtiment, on constate 6 à 11% de consommation supplémentaire énergétique. Donc c'est une surconsommation importante qui est due finalement à notre combat des symptômes du déséquilibre hydraulique. L'autre problème que va engendrer ce déséquilibre, c'est l'intervention intempestive de techniciens de maintenance. En effet, ils vont intervenir jour après jour pour essayer de régler un coup à gauche, un coup à droite, la consigne de notre bâtiment et pour réduire le nombre de plaintes. Et si on regarde une étude publiée dans le journal CFP par Asterm, Dalkia et Théa, en fait, on était sur un bâtiment qui était très déséquilibré et où il y avait beaucoup d'interventions de techniciens, une trentaine par an. On a débuté un processus d'équilibrage, une campagne d'équilibrage sur ce bâtiment. Et l'année suivante, pendant la réalisation de cet équilibrage et après avoir accompli une première phase, on a réduit de façon importante le nombre d'interventions à 20 interventions annuelles. Et enfin, au terme de cet équilibrage, lorsque nous avons réglé l'installation à la bonne consigne et les vannes d'équilibrage comme il le fallait pour obtenir le bon débit dans chacune des zones du bâtiment, nous avons réduit le nombre d'interventions de techniciens de façon drastique à moins de 5 par an. Donc c'est vraiment un bienfait que peut apporter l'équilibrage au confort de notre bâtiment et financièrement également pour les interventions des techniciens. Maintenant, pour la mise en œuvre de cet équilibrage, on sait que les systèmes hydrauliques sont relativement complexes. Il faut pouvoir identifier chacun des circuits sur l'installation. Il faut calculer les puissances et les débits avec lesquels on doit alimenter chacun des appartements, chacune des unités sur l'installation. On doit pouvoir sélectionner l'emplacement des vannes sur cette installation. Et attention, il faut sélectionner le diamètre de ces vannes. Et attention parce que ça, c'est un point clé. Car en rénovation, lorsqu'on va renouveler peut-être la chaudière, la remplacer, isoler notre bâti, notre enveloppe, eh bien, on va réduire les débits, les puissances sur cette installation.
Or, on ne va pas remplacer les canalisations. Et c'est là tout le problème, parce que on aura tendance à positionner des vannes d'équilibrage dans le diamètre de ces canalisations. Or, ce n'est pas la conduite à avoir. Il faut dimensionner ces vannes par rapport à un débit et à une perte de charge, et non pas par rapport à un diamètre de canalisation. Car d'une part, si vous le faites, elles seront certainement très surdimensionnées, ces vannes, donc vous les paierez cher par rapport à des diamètres plus bas, ce seront des grosses vannes, alors qu'on aurait pu avoir des vannes plus petites. Et d'autre part, elles seront impossibles à régler. Donc c'est vraiment une double peine. On aura beaucoup de mal à la régler pour réaliser notre équilibrage, voire on n'arrivera pas du tout à réaliser cet équilibrage. Et puis, en dernière phase, on va devoir calculer les pré-réglages de nos vannes d'équilibrage. Pour cette installation qui est complexe, c'est un schéma assez éparpillé, avec des unités assez éparpillées dans tous les sens, on va essayer de le décomplexifier. On va découper en fait notre installation, notre schéma hydraulique en un schéma plus simple. Ce schéma, on va ensuite le découper en modules hydrauliques, c'est-à-dire que chacune des branches de l'installation, chacune des zones de notre bâtiment, on va la découper en modules. Ces modules, ensuite, on va devoir les équilibrer un par un. Donc, plutôt que de traiter le bâtiment dans sa globalité, on va essayer de le découper en plusieurs problèmes plus simples à résoudre, en fait, et on va traiter chacun de ces problèmes, chacun de ces modules hydrauliques de façon à pouvoir, au final, équilibrer l'ensemble de l'installation de façon simple. Donc, l'équilibrage de ces modules vise évidemment à obtenir le bon débit de l'installation, le bon débit dans chacune de nos colonnes. Ces débits, ils ont été calculés par un bureau d'études. Et également, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est le minimum de delta P dans nos vannes d'équilibrage. On ne veut pas créer de perte de charge inutile sur l'installation. On va devoir pour ça utiliser une méthode appropriée, une méthode d'équilibrage. Donc, par exemple, il y a la méthode d'équilibrage TA wireless ou la méthode TA diagnostic. Elles vont nous permettre d'équilibrer l'ensemble de notre bâtiment et de garantir vraiment le minimum de résistance hydraulique dans nos vannes d'équilibrage. Ces résistances hydrauliques que l'on aura évitées dans les vannes sur notre réseau, on va les rassembler dans notre vanne générale que l'on voit ici, la vanne la plus grosse sur l'installation, sur le retour général. Et cette vanne, donc appelée parfois souvent vanne de compensation, on va rassembler toutes ces pertes de charge, toute cette hauteur manométrique non consommée, on va rassembler cette perte de charge dans cette vanne. Et enfin, une fois qu'on a fait ces deux points, on va réouvrir progressivement cette vanne de compensation, cette vanne générale, et rabaisser la consigne de notre pompe. Donc au fur et à mesure qu'on va rouvrir cette vanne générale, on va rabaisser la consigne de notre pompe. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va en découler? C'est que la consigne de notre pompe va être ramenée à la caractéristique exacte de notre installation. On va consommer sur l'installation exactement ce que l'on produit en termes de hauteur manométrique par l'installation. Et ça, c'est vraiment important, car beaucoup de problèmes hydrauliques sont dus à des pertes de charge inutiles que l'on retrouve un peu partout sur l'installation. Donc, c'est vraiment en suivant ces 3 points, cette méthode, que l'on va obtenir la caractéristique de notre circuit, de notre installation. Aujourd'hui, sur certaines installations, on a des problèmes de variation de pression différentielle dues à des variations de débit. Et ces variations de pression, elles vont perturber nos vannes de régulation notamment. Eh bien, pour s'affranchir de ces variations de pression différentielles, on a à notre disposition des régulateurs.
ces régulateurs de pression qui se positionnent en amont des circuits. Ils permettent donc de réduire ces variations et de simplifier notre équilibrage. Donc voilà son fonctionnement. On a une delta P qui est variable sur l'installation, sur le circuit. On positionne un régulateur de delta P et ça nous permet de s'affranchir de cette delta P variable. On obtient une delta P constante en sortie du régulateur. Qu'est-ce que ça va nous apporter, cette stabilisation du delta P? Et ça va nous apporter un découplage en fait de notre circuit. Ce module hydraulique où on a positionné un régulateur de delta P, on le découple en fait du reste de l'installation en l'équipant d'un régulateur de delta P. Et dans la rénovation, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir attaquer petit bout par petit bout notre installation, équilibrer une partie du bâtiment, le découpler à l'aide d'un régulateur de delta P, et puis plus tard, s'attaquer à un autre morceau de l'installation jusqu'à équilibrer l'ensemble de notre bâtiment. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Eric pour l'analyse des boucles de régulation. Merci beaucoup, Antoine. Je prends la main. Je pense que vous voyez maintenant mon écran. Bonjour à tous. On va maintenant aborder une autre partie qui concerne l'analyse des boucles de régulation. Alors, on est en rénovation. Sur l'installation, on a des systèmes travaillant avec des vannes 3 voies qui sont en mélange, qui sont en diviseuse, avec des bypass en amont, en aval, des bypass qui sont avec des vannes de réglage dessus, avec des systèmes avec 22 voies. En fait, on dénombre une quinzaine de boucles de régulation. Entre 15 et 20, on va dire. Il y a des fois des subtilités entre différences de deux boucles de régulation. Et quand on est en rénovation, c'est important d'analyser ces boucles, de savoir si elles fonctionnent correctement, si par exemple les vannes ont bien été dimensionnées avec la notion d'autorité des vannes de régulation. Et puis surtout, quand on fait évoluer le circuit, puisqu'on est en rénovation, savoir si elles sont bien maintenant adaptées au nouveau fonctionnement de l'installation et les nouveaux débits. Et donc, est-ce que les autorités sont toujours correctes, par exemple, si on parle d'autorité. Alors, je vais couper ma webcam, on va se concentrer sur la présentation. Donc ici, les boucles de régulation, eh bien, on va les analyser de la façon suivante. Il y a déjà les boucles de régulation qui utilisent des vannes 3 voies et on va distinguer les circuits qui travaillent à débit primaire constant ou débit primaire variable. On ne parle ici que du primaire quand on parle de débit constant ou débit variable. Or, débit primaire constant, très classiquement, une boucle ici, vous voyez la première ici en haut à gauche, j'ai une distribution, c'est une installation assez importante, je distribue sur des sous-stations. Les sous-stations, on a des échangeurs, des bouteilles casse-pression, des casse-pression différentielles. J'alimente ces échangeurs et de l'autre côté, j'ai une vanne de régulation, vanne 3 voies, donc c'est très classique en chauffage, qui va préparer la température de départ en fonction des conditions extérieures et pour ça, elle va mélanger de l'eau de retour avec de l'eau de départ pour faire la bonne température souhaitée, demandée par le régulateur. Donc ça, c'est une boucle on ne peut plus classique. Ici, donc, sur cette boucle-là, eh bien, les réglages de débit, l'autorité de la vanne est toujours bonne quand on travaille sur un bypass. On n'a pas trop à se préoccuper de ça. Ça, c'est facile, c'est un cas facile. Et puis, en termes de réglage, vous voyez, les vannes d'équilibrage, elles sont placées sur le retour commun du circuit. C'est la fameuse vanne de compensation qu'a décrite Antoine à l'instant. Notez bien que cette vanne-là, la STAD2, elle n'est pas placée après la 23 voies, si je suis le parcours du débit, elle n'est pas placée entre le point B et D. Ça ne serait pas une grosse faute hydraulique, mais on la voit quelquefois à cet endroit-là. Et regardez quand même quand vous faites l'analyse de vos circuits, si elle n'est pas à cet endroit-là. Ce n'est pas une grosse faute, mais si vous la mettez à cet endroit-là, au fur et à mesure que vous réglez la vanne, vous créez une certaine perte de charge, et bien vous affectez l'autorité de la vanne de régulation. Et c'est bien sûr pas l'idée, au contraire, on doit toujours améliorer et faire attention à l'autorité. Donc, placez-la plutôt de ce côté-là, et même c'est fortement recommandé de la placer de ce côté-là. Et vous avez une vanne de réglage pour régler le débit primaire, débit constant, impératif. On en avait parlé au webinaire précédent, quand on a parlé des interfaces hydrauliques, les bouteilles casse-pression et les remélanges parasites. Donc, quand on a une bouteille
un bypass du même diamètre, même si c'est le même diamètre que la tuyauterie, un simple bypass, on doit assurer la compatibilité des débits. Donc, on règle le débit primaire et on va régler le débit secondaire. Et les metteurs au point le savent. Hein. Généralement, ils règlent un léger sous-débit, 5% de débit en moins côté secondaire par rapport au primaire, pour être sûr de ne pas avoir un mélange parasite dans ce casse-pression. Bon, ça, c'est un autre sujet de discussion. Alors, ici, ensuite, on a un autre exemple de circuit, 23 voies. Je travaille en décharge sur un échangeur, très fréquemment utilisé. La 23 voies, vous voyez, elle travaille en décharge parce que soit j'alimente l'échangeur, soit je bypasse l'échangeur. Le débit primaire est constant, je suis bien dans un cas débit primaire constant, débit variable sur l'échangeur. Et là, je vais devoir régler le débit qui revient toujours partie débit constant. Et éventuellement, ce ne sera pas toujours le cas, ce ne sera pas toujours nécessaire, je vais placer une vanne d'équilibrage dans le bypass pour régler une perte de charge dans le bypass égale à la perte de charge de l'échangeur, si bien que finalement, que la 23 voies soit sur l'échangeur ou sur le bypass, j'ai toujours le même débit et j'ai bien mon débit constant. C'est ce que j'avais supposé, c'est ce que je voulais, débit constant primaire, et j'aurais bien un débit constant sur ce type d'installation. Attention au calcul d'autorité de la vanne de régulation dans ce cas-là. Donc voilà, deux exemples classiques en 23 voies. Ensuite, si on prend des exemples débit primaire variable, eh bien, premier montage, j'ai la 23 voies qui travaillent, mettons, sur un échangeur ou sur une chaudière, mais chaudière au groupe de froid, si on était en froid. Mais là, attention, c'est débit variable, puisque si la 23 voies est ouverte en grand, j'ai tout le débit de la pompe qui revient ici sur mon échangeur ou sur ma chaudière. Si la 23 voies se ferme, eh bien, tout le débit passe maintenant dans le bypass et j'ai débit zéro ici. Alors, je dois m'assurer de savoir si j'accepte ou pas de travailler à débit zéro sur un échangeur. Ça ne va pas de souci. Sur une chaudière, peut-être, mais ça va dépendre des technologies de chaudière. On avait vu également ce thème-là, je pense que c'est dans le webinaire numéro 3, qui est la problématique des petits débits et du débit minimal à gérer sur les installations, qui est une contrainte aujourd'hui dans nos nouvelles installations qui évoluent et on consomme de moins en moins de débit, ce qui est plus une bonne chose, mais il faut s'assurer qu'on travaille correctement et assurer le débit minimal nécessaire sur les chaudières et sur les groupes de froid. Donc ça, c'est un premier montage. On va retrouver une vanne de réglage ici pour régler le débit nominal et c'est tout. Pas de vanne dans le bypass ici. Je n'ai pas particulièrement besoin, à moins d'avoir une perte de charge trop importante sur l'échangeur. Un autre montage consiste à rajouter un bypass ici, en aval de la 23 voies. Et pourquoi est-ce qu'on rajoute un bypass? C'est typiquement dans le cas où on a un régime de température au niveau secondaire qui est différent du primaire. C'est un cas classique, c'est plancher chauffant. Plancher chauffant, je vais alimenter avec de l'eau à 40 degrés par exemple, et puis j'ai un retour à 30 degrés, donc delta T de 10. Mais mon primaire m'envoie de l'eau à 80 parce que j'alimente des circuits de radiateurs, des centrales de traitement d'air, des échangeurs de chauds sanitaires. Et là, j'ai un régime de température différent sur le plancher. Eh bien, plutôt que de demander à la 23 voies d'assurer en permanence ce remélange, et j'ai besoin en permanence du remélange, parce que sinon, si je n'ai pas ce remélange, j'envoie de l'eau à 80 dans le plancher, là, problème de fonctionnement, on va se brûler les pieds et on va avoir d'autres contraintes que ça. Donc ici, j'ai besoin d'avoir ce remélange permanent. Alors, plutôt que de demander à la 23 voies d'être en permanence fermée, puisque j'ai besoin de ce remélange, on va le faire par l'intermédiaire d'un bypass ici, qui remélange une partie du débit, ça va être à peu près 2/3 du débit qui remonte dans le bypass, qui vont se mélanger avec l'eau d'arrivée pour faire la bonne température sur le plancher. Et la 23 voies, finalement, elle va pouvoir être plus petite et travailler sur toute sa course. Donc, on est gagnant en termes de qualité de régulation et en termes d'achat de matériel. Alors là, pour le coup, c'est un bypass sur lequel j'ai besoin d'avoir un réglage parce que bien sûr, si je n'avais pas cette vanne, la STAD, vanne d'équilibrage B pour bypass, et bien à ce moment-là, j'ai un tuyau libre, la pompe ici qui revient, elle passe dans ce bout de tuyau. Pourquoi est-ce qu'elle irait s'embêter à passer dans un échangeur, une chaudière, une 23 voies? Non, non, tout le débit passe dans le bypass et là, bon, le système ne marche plus. Donc cette vanne-là, elle est là justement pour orienter le débit vers le primaire et créer une perte de charge. C'est comme ça qu'on la calcule, qu'on la sélectionne pour le débit qui passe dedans et pour une perte de charge égale au circuit primaire. Donc vous faites tout le parcours du point A jusqu'au point B et toute cette perte de charge, c'est la perte de charge que vous devez créer dans le bypass. Donc ça, c'est la partie réglage. Et puis enfin, un montage que l'on rencontre aussi sur des installations et on a mis ici un panneau danger. C'est dans le cas où vous avez un primaire dit actif, c'est-à-dire vous avez une pompe primaire qui pousse dans les sous-stations, qui alimente le débit de toutes les sous-stations. Ça peut être un centre hospitalier avec les divers bâtiments ou un ensemble de bâtiments
où on fait du chauffage, enfin, peu importe, une grande distribution. Donc, on a des pompes qui distribuent le débit à travers toute l'installation et qui alimentent des circuits. Et ici, vous voyez, vous avez une problématique, on le voit directement. Vous avez une pompe primaire qui pousse sur cette vanne 3 voies. Et finalement, cette vanne 3 voies, pour la pompe primaire, c'est une vanne 3 voies diviseuse. Pour la pompe secondaire, c'est une vanne 3 voies mélangeuse. Et finalement, elle se demande, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser, je dois mélanger. Ben, ça va dépendre de sa position. À certains moments, la pression primaire est très importante, qu'elle fait circuler le débit à l'envers dans le bypass. Je n'ai plus la fonction mélange et on a des gros problèmes de fonctionnement. Donc, c'est un circuit, il faudra le regarder, il faudra le faire évoluer. On ne pourra pas le garder comme ça et le faire fonctionner correctement dans de telles conditions. On va y revenir juste après. Alors ça, c'était les systèmes vanne 3 voies. Vanne 2 voies, eh bien, classiquement, eh bien, dans ce cas-là, pour sûr, on est à débit primaire variable quand on utilise une vanne 2 voies. On utilise de plus en plus des vannes 2 voies sur nos installations. On avait vu également dans un de nos webinaires l'avantage du débit variable modulant, hein, je ne parle pas du tutoriel modulant, par rapport au débit constant dans une installation. Il y a de nombreux avantages. La température de retour est optimisée, donc on va condenser réellement sur les chaudières à condensation. On va avoir des meilleurs rendements des groupes de froid. On a moins de consommation électrique des pompes. Donc, il y a beaucoup d'avantages du débit variable. Et c'est pour ça que de plus en plus, le débit variable est utilisé sur nos installations. Et on convertit les installations qui travaillaient, on parle de rénovation ici, en débit constant, on les convertit de plus en plus à travailler des variables. Et il faut savoir comment on va faire les choses. On vanne de voies ici sur l'installation. Et puis, l'équilibrage qui peut être fait soit de façon, on va dire, classique, manuelle, avec une vanne d'équilibrage. Et puis, quelque part, on aura des régulateurs de pression différentielle. Ou alors, ce qui est souvent utilisé, c'est des vannes à pression indépendante, des vannes de voie qui intègrent la fonction régulation de pression différentielle, comme on l'a vu précédemment dans Antoine qui décrivait la partie diagnostique de ces vannes-là. Et puis également, un autre circuit qu'on utilise de plus en plus, c'est dans le cas où on veut un remélange, comme on le faisait tout à l'heure, la vanne 3 voies qui mélange de l'eau de retour avec de l'eau de départ. Et bien, plutôt que d'installer une vanne 3 voies, on va utiliser une vanne 2 voies qui travaille en injection dans un bypass. Donc, vous voyez ici, j'ai un bypass. Et puis, si je n'ai pas besoin de température, la vanne de régulation ici est fermée. Donc, ça veut dire que l'eau passe dans le bypass ici, revient et je n'ai pas de température. Quand j'ai un besoin de température, la vanne de voie commence à s'ouvrir, injecte du débit chaud si je suis en chaud. On peut l'utiliser en froid également. Et à ce moment-là, je mélange moins, j'injecte du chaud et ma température commence à monter au secondaire. Et si j'ai encore davantage besoin de température, ma vanne de voie continue à s'ouvrir. Je travaille en injection. Quand elle est ouverte complètement, eh bien à ce moment-là, je fournis plus de débit que ce que je consomme. Je n'ai plus de débit qui remonte dans le bypass ici, plus de remélange. Et ma température secondaire est égale à la température primaire parce que je souhaite avoir ça. Ou je peux calculer même des lois de remélange. Donc, c'est un circuit intéressant qu'on va également utiliser de plus en plus, qui va remplacer de façon efficace un circuit en vanne 3 voies. Alors, justement, je parlais des circuits à vanne 3 voies, dont certains, on les fera évoluer, avec ces circuits pour lesquels on a cette pression primaire active. Pression primaire active, je le répète, c'est quand on a une pompe, quelque part, dans l'installation, qui pousse son débit jusqu'à ces vannes 3 voies. Donc, cela, pour éviter ça, eh bien, en fait, on a 3 solutions, on peut dire. La première solution va consister à venir, comme on l'a vu précédemment, à venir mettre un bypass devant la vanne 3 voies. Et ce bypass, c'est ce qu'on appelle un casse-pression différentiel, il va venir casser la pression fournie par la pompe primaire, si bien que la vanne 3 voies ne subit plus cette pression. Maintenant, tout d'un coup, presque par enchantement, sans avoir changé la vanne 3 voies, elle obtient une autorité voisine de 1. Elle a un fonctionnement qui est le plus parfait que vous puissiez espérer avoir. Donc ici, on a mis ce bypass et on le met dans le cas où on souhaite avoir un débit primaire constant. Ça va? Donc bypass et on revient au schéma que j'ai décrit précédemment. Si je souhaite avoir un débit primaire variable, à ce moment-là, je ne peux plus utiliser ce montage-là. Eh bien, je vais utiliser ce que j'ai décrit précédemment. Je vais mettre de nouveau un bypass. Je fais sauter la vanne 3 voies, je l'enlève et je vais la remplacer par une vanne 2 voies qui va travailler en injection sur ce circuit-là. Et là, maintenant, cette vanne de voie, elle est alimentée par la pression primaire. J'ai besoin de la pression primaire. Elle va fonctionner parfaitement et je vais la calculer correctement pour qu'elle fonctionne par rapport à cette pression primaire. Et je fais ma loi de mélange comme je souhaite sur mon circuit secondaire. Ou on a des cas de figure où le client dit « Oui, mais attention, moi, je ne peux pas changer mes vannes, je ne vais pas pouvoir faire ces modifications de circuit. Il faut pourtant que je fasse fonctionner ce réseau. »
eh bien, à ce moment-là, on va s'aider de régulateurs de pression différentielle qui vont venir casser la pression différentielle devant la vanne 3 voies pour éviter que cette pression primaire vienne affecter le fonctionnement de la vanne 3 voies. Et on va conserver la vanne 3 voies, mais on va la faire fonctionner correctement. Voilà diverses évolutions des circuits qu'on va envisager. Mais bien sûr, je le répète, il y a une quinzaine de circuits. Il faudra à chaque fois regarder les cas de figure pour les faire évoluer correctement. Un dernier exemple. Donc, j'avais cité la 23 voies qui travaille en décharge sur un échangeur ici. Alors, quand on parle de 23 voies en décharge, vous voyez, elle est montée sur le retour, cette 23 voies. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit de la mettre sur le retour? En réalité, c'est parce qu'on utilise une 23 voies classique qui est, en réalité, cette 23 voies, elle est mélangeuse. Si vous la sélectionnez sur un catalogue, vous allez prendre une 23 voies mélangeuse, ce qui est le plus courant pour les 23 voies. Eh bien, en la plaçant sur le retour, vous voyez qu'elle a l'impression de travailler en mélange, puisqu'elle a une voie d'entrée, une autre voie d'entrée, elle mélange ces deux fluides finalement pour le renvoyer sur le primaire. Pour elle, c'est un fonctionnement de mélange. Mais en la mettant sur le retour, j'ai bien un circuit diviseur, puisque en fonction de sa position, soit j'envoie le débit sur mon échangeur, soit je bypasse les débits, plus toutes les valeurs intermédiaires. C'est pour ça que ce circuit est des diviseurs. Pourtant, la 23 voies est mélangeuse. Vous voyez, c'est un petit peu subtil dans le langage. Ce circuit-là, si je veux le faire évoluer en circuit à débit variable, eh bien, une idée va consister à dire, eh bien, je vais simplement fermer le bypass de la vanne 3 voies pour la transformer en vanne 2 voies. Alors ça, c'est vrai, si je ferme le bypass, finalement, ce que je viens de faire, c'est ça, j'ai remplacé ma vanne 3 voies par une vanne 2 voies et j'ai bien un circuit à débit variable et c'est ce que je souhaite avoir, je souhaite convertir mon installation de débit constant à débit variable. Alors ça, on va pouvoir le faire, il va falloir prendre des précautions. Et la précaution, essentiellement, c'est de vérifier les autorités des vannes de régulation. L'autorité de la vanne de régulation, et j'en suis désolé, hein, dans cette courte intervention, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais on pourra le voir ensemble pour ceux que ça intéresse. L'autorité des vannes de régulation, pour les vannes 3 voies, elle se calcule avec la formule ci-dessous. En fait, on va prendre en compte le circuit régulé qui est l'échangeur ici. Et on va prendre une vanne 3 voies qui a une perte de charge voisine de celle de l'échangeur pour avoir une autorité de 0,5 qui est tout à fait satisfaisante pour faire de la bonne régulation. Mais en vanne 2 voies, l'autorité ne se calcule pas de la même façon. L'autorité d'une vanne de voie se calcule par rapport à la pression primaire qu'elle reçoit, pas par rapport à l'échangeur. Donc, il va falloir diagnostiquer quelle est la pression primaire qui m'arrive à cet endroit de l'installation. Hein. Je ne parle pas de la pompe quelque part qui est en chaufferie ou au niveau des groupes de froid. Non, non, la pression qui m'arrive à cet endroit de l'installation, et je vous renvoie à l'explication d'Antoine sur comment trouver quelle est cette pression disponible à cet endroit de l'installation. Et avec cette mesure, cette information, on va pouvoir vérifier l'autorité et savoir si cette vanne-là, elle va convenir pour la faire fonctionner en vanne de voie. Et éventuellement, on pourra en conclure que non. Et il faudra se faire de nouveau aider par des régulateurs de pression différentielle qui feront chuter cette hauteur magnétique de façon à mettre de l'autorité sur les vannes de voie. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là qu'on va regarder quand on fait la rénovation des boucles de régulation d'un réseau sur une installation. Ensuite, je vais parler ici d'un autre élément de régulation qui est finalement, ou qui peut être considéré comme un des plus simples sur l'installation, c'est le robinet thermostatique. Or, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qu'on va parler du robinet thermostatique? C'est quand même pas un outil si sophistiqué que ça. Mais pourtant, quand on rénove une installation, on a des robinets qui étaient en place, des anciens robinets, des robinets manuels, on va les remplacer par des robinets thermostatiques et ça fait une grosse amélioration. Et un robinet thermostatique, c'est un élément de régulation. On va vérifier plusieurs points. Les points d'attention sur un robinet thermostatique, ça va être, alors, un point extrêmement pratique, c'est est-ce que les robinets qui sont en place ne se bloquent pas sans arrêt? Et alors, les gens de la maintenance et de l'exploitation, ils connaissent ça. Après la saison de non-chauffe, pendant l'été, les robinets sont restés fermés, soit parce que les gens chez eux ont fermé leur robinet, soit simplement le robinet thermostatique, comme il fait chaud dans les pièces, eh bien, il reste fermé en permanence. Ça va? Et puis, le robinet reste 1 mois, 2 mois, 3 mois fermé. Et quand on veut le réouvrir, eh bien, il reste collé, le clapet reste collé sur son siège. Or, les techniciens connaissent ça, les gens se plaignent, mon radiateur est froid, ils interviennent, ou même les gens chez eux d'ailleurs le savent, ils viennent avec un outil, ils tapent sur le tuyau pour faire des vibrations, pour essayer de décoller le clapet de son siège, ou alors quelquefois on tire avec une pince sur la tige ici, et sur certains robinets, il n'y a pas d'arrêt,
Et quand vous tirez sur la tige vous vient au bout de la pince. Alors, c'est pas très grave, mais il y a surtout l'eau qui suit avec. Ça, c'est beaucoup plus grave dans un appartement. Alors, on remet la tige vite fait. On se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe là-dessus? On espère que ça va rester étanche. On remet le robinet. Enfin, on essaie de rapidement se dire, ouf, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Certains même considèrent que c'est normal. Les robinets doivent se bloquer après la saison de non-chauffe. Ben non, ça, c'est pas normal. Ils ne doivent pas se rester bloqués. C'est un des soucis de la robinetterie des radiateurs qu'il faudra solutionner. Ensuite, il va falloir déterminer les débits à régler en fonction éventuellement des nouvelles puissances. On est en rénovation hydraulique. On va devoir faire l'équilibrage au niveau des radiateurs et on va voir que vraiment c'est une prestation qui peut être faite très simplement. Il y aura des campagnes de changement des robinets manuels en robinets thermostatiques. Et puis également, il faudra vérifier comment se raccorder les radiateurs sur l'installation. Ici, le raccordement des radiateurs, sans passer trop de temps dessus, de nouveau, il y a des tests de laboratoire qui sont faits. Ça, c'est un extrait de rapport de tests de laboratoire qui montre l'émission d'un même radiateur quand on le raccorde, alors même température d'eau d'alimentation, même débit, mais on le raccorde différemment. Alors, vous voyez ici, vous avez le raccordement, un premier exemple, vous arrivez avec le tuyau d'eau chaude en haut et vous reprenez en bas. Donc, très, très classique, le retour qui part par le bas. Et ici, vous travaillez à l'inverse de l'effet thermosiphon. L'eau chaude qui a tendance à monter, vous la reprenez en bas, donc vous remplissez en eau chaude tout votre radiateur et vous avez 100% de puissance. Et vous allez constater que quand vous avez des raccordements qui sont à l'inverse de l'effet naturel thermosiphon de l'eau chaude par rapport à l'eau froide, l'eau chaude qui a tendance par densité à être toujours en haut par rapport à l'eau froide, vous avez le maximum de puissance. Quand vous êtes dans le même sens que l'effet thermosiphon, vous voyez le schéma du bas, l'eau chaude qui arrive en bas, je la reprends en haut directement, eh bien vous avez un phénomène de court-circuitage de votre radiateur et vous faites chuter de façon importante sa puissance. Donc attention, là vous aurez un problème de puissance d'émission de votre radiateur sur votre installation. Donc ça, c'est des points qui seront vérifiés. Il y aura à vérifier également quand on est en montage monotube dérivé, le fonctionnement de l'installation. Ensuite, pour le blocage, ça c'est extrêmement simple, ça va dépendre directement de la technologie du robinet. Ici, vous avez une coupe de notre robinet. Le fait que le clapet reste collé sur le siège, c'est directement lié à la force de ce ressort. Vous voyez qu'il est noté 2 ici dans ce schéma. Il faut mettre un ressort, j'ai envie de dire, le plus costaud possible, qui fasse en sorte que quand la tête ici ouvre le robinet, eh bien le ressort amène bien le clapet en haut. Donc, il faut le ressort le plus costaud possible et c'est ce qu'on s'attache à faire, avoir un ressort le plus costaud possible. La contrainte, c'est que, attention, si vous mettez ce type de robinet, la tête thermostatique doit être capable de pousser sur ce robinet. Parce que si vous avez mis un gros ressort, il faut que la tête thermostatique puisse faire sa régulation et puisse pousser sur ce ressort. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des tests thermostatiques bulbe liquide. Parce que le liquide, quand vous le montez en température, il y a un fort pouvoir de pousser dessus par rapport aux bulbes gaz qui ont moins de pouvoir de pousser et donc les ressorts de rappel seront moins costauds sur les têtes thermostatiques avec bulbes gaz. Donc vous voyez, il faut à chaque fois regarder les technologies. Ensuite, bien sûr, les tiges qui sont en inox, les joints double joint torique pour assurer l'étanchéité. Donc c'est les technologies, je ne vais pas m'attarder plus sur le descriptif du produit lui-même. L'estimation des puissances des radiateurs, ça c'est un point important. On est en train de parler de rénovation. On a des radiateurs qui sont existants, on va les garder. Et ces radiateurs, on voudrait savoir quelle est la puissance. Et on n'a pas toujours la puissance de ces radiateurs. Eh bien, vous avez des formules qui vous permettent d'estimer la puissance de ces radiateurs. Je ne vais pas de nouveau détailler ces formules, mais on peut vous les faire passer. Ici, en fonction simplement du volume du radiateur. Alors, vous mesurez la hauteur du radiateur, vous mesurez l'épaisseur, vous mesurez sa longueur, on fait la multiplication et on obtient le volume en mètres cubes. Eh bien, ce volume multiplié par un coefficient, ça vous donne une estimation de sa puissance et c'est plutôt précis comme calcul, l'estimation de la puissance pour un régime 80-60 et ça va dépendre du type de radiateur. Vous allez utiliser diverses formules, on peut vous faire passer ces éléments-là ou alors vous allez utiliser directement des applications, ce qu'on appelle iTool, vous la téléchargez gratuitement et vous allez rentrer ces informations et en fonction de ces informations, eh bien l'application va vous calculer la puissance du radiateur et puis ce qui est intéressant, le débit que vous aurez à régler sur ce radiateur pour obtenir cette puissance en fonction du régime de température. Et si vous dites par exemple, bon, mon réseau, je veux le faire évoluer, c'est plus du 80, mais je vais envoyer de l'eau à 70, parce qu'à ce moment-là, j'ai moins de déperdition de tuyauterie, j'ai un meilleur rendement au niveau des mesures à condensation, eh bien, vous changez vos températures
votre régime de température, automatiquement, il vous calcule quelle sera la puissance de votre radiateur, vous vérifiez si elle est toujours suffisante et le débit qui sera réglé sur votre installation. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir faire. Ensuite, quand on a les débits, il va falloir faire l'équilibrage, le réglage des radiateurs. Le problème décrit par Antoine précédemment au niveau des bâtiments, eh bien, on va avoir absolument les mêmes au niveau des radiateurs, de ventiloconvecteurs, de panneaux, de plafond froid. Aujourd'hui, il se fait beaucoup d'installations, panneaux de plafond froid. Et si on n'y fait pas attention, on met de la vanne 6 voies, on ne fait pas de l'équilibrage et on a des problèmes. Bien sûr qu'on a des problèmes. Tous les systèmes, dès que vous avez une distribution, si vous ne faites rien, eh bien, l'eau s'engouffre toujours sur les premiers circuits, là où c'est le plus facile et n'alimente pas les autres. Donc, sur les radiateurs, on va faire un réglage d'équilibrage. Alors, on a l'habitude de penser que c'est les derniers radiateurs où on aura les problèmes. Alors, c'est souvent le cas, mais vous aurez également des problèmes si vous regardez le schéma de droite. Dans un appartement, vous savez, vous avez le radiateur du salon qui est piqué au même endroit que le celui de la cuisine, mais chaque côté de la cloison. Ils sont piqués sur le même endroit sur le tuyau, mais chacun de chaque côté de la cloison. Et ici, ces deux radiateurs, ils reçoivent la même pression différentielle. Il n'y en a pas un qui est plus loin que l'autre. Ils sont au même endroit. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont la même pression différentielle, ils ont la même perte de charge, ils auront le même débit. Oui, mais je ne veux pas le même débit. J'ai un radiateur de 10 500 watts et un radiateur de 250 watts. J'ai une différence de 1 à 10. Donc, bien sûr que je vais devoir faire un équilibrage, un réglage. C'est ce qu'on va faire au niveau des radiateurs, du robinet double réglage, non pas du T de réglage, mais du robinet double réglage pour faire ce réglage en fonction de la puissance. Et ce réglage, franchement, il peut être très simple. Alors, on peut calculer, bien sûr, les longueurs de tuyauterie, les pertes de charge, les accidents, en fonction des coûts, des piquages, etc., faire un calcul complet. On peut mener ce calcul et si on peut le faire, il faut faire ce calcul. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ce calcul complet radiateur par radiateur, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la méthode des 10 kPa. 10 kPa, 1 mètre de colonne d'eau. Ce qui consiste à dire, eh bien, je vais régler la même perte de charge sur tous les robinets de mon appartement ici. 10 kPa pour tous. En prenant cette perte de charge de 10 kPa, en fait, ce que je viens de faire, j'ai mis de l'autorité sur l'organe de réglage, ce qui me permet de négliger les effets de perte de charge de la tuyauterie ici. Et finalement, entre le premier radiateur et le dernier, j'aurai très peu de différence de débit. Mais bien sûr, le réglage que je vais faire va tenir compte de la puissance du radiateur. Et là, tout d'un coup, vous avez fortement simplifié l'approche, puisque le réglage ne dépend plus qu'une chose. Vous avez pris la même part de charge pour tout le monde. Le réglage ne dépend plus que du débit, et le débit dépend de la puissance. Donc, vous prenez un tableau. Ici, puissance du radiateur, 1000 watts. Delta T, 20 degrés, réglage 3. Et bien, ça y est, c'est terminé. Tous les radiateurs de 1000 watts seront réglés à 3 dans cette installation. Si vous avez un radiateur de 1200 watts, réglage à 4. Tous les radiateurs de 1200 watts seront réglés à 4. Et c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de l'équilibrage au niveau du radiateur. Il sera vraiment de très bonne facture. Le réglage, vous voyez, on le fait sur le robinet lui-même, non pas sur le T de réglage. Le T, à ce moment-là, devient un T d'isolement. On n'aura pas besoin d'investir dans un T de haute qualité. Il faudra juste s'assurer que si un jour j'ai besoin de l'utiliser en T d'isolement, quand je le ferme avec ma clé Allen, il va vraiment se fermer, il va être étanche et je pourrai démonter mon radiateur si je veux. C'est tout ce qu'on va lui demander. Autrement, on va le réouvrir complètement. Le réglage, on va le faire sur le robinet lui-même. Voilà la méthode des 10 kPa. Alors ensuite, le robinet thermostatique, quelques mots sur le robinet thermostatique. Je vous l'ai dit, c'est un des éléments les plus sophistiqués finalement en termes de régulation. Et d'ailleurs, c'est un des seuls éléments de régulation qui est normé. Vous avez la norme EN 215 qui s'applique aux robinets thermostatiques qui doivent répondre à cette norme. Et en fait, cette norme va juger des caractéristiques techniques du robinet thermostatique et vous définit des valeurs dans lesquelles vous devez être. Ici, on va parler de l'hystérésis du robinet thermostatique, de l'influence de la température de l'eau, de l'influence de la pression différentielle, de son temps de réponse. Et la norme vous indique des valeurs, les good values ici, des valeurs qu'il faut atteindre. Vous voyez ici les valeurs de la norme et les valeurs que l'on atteint avec nos têtes thermostatiques. Donc, c'est IMI et IMER, ça fait partie de ce qui se fait de mieux sur le marché en comportement thermique. Donc, vous voyez que, bien sûr, on est bien en dessous même de ce que demande la norme. Alors, très rapidement, et je n'ai pas beaucoup de temps, mais en quelques mots, l'hystérésis, eh bien, c'est comme pour tout élément mécanique en mouvement, eh bien, vous avez toujours un différentiel entre, mettons, l'ouverture du robinet et la fermeture du robinet. Vous avez un décalage qui se fait, qui sont
du fait que vous avez des frottements, vous avez des pièces mécaniques qui se déplacent, vous avez des joints toriques, de l'étanchéité, et donc vous avez des frottements. Il va falloir bien sûr maîtriser ces frottements pour avoir un différentiel le plus petit possible entre l'ouverture et la fermeture du robinet. Et là, une hystérésis inférieure à 0,2, vous voyez, on atteint 0,15, qui est plutôt très bien comme valeur. Ensuite, on va parler de l'influence de la pression différentielle. Eh bien oui, un robinet thermostatique, quand il va commencer à se fermer, quand il commence à travailler, il va commencer à vouloir se fermer pour réguler sa température, eh bien, il va subir l'augmentation de pression du fluide. Il va subir la hauteur monétrique de pompe. Eh bien, on peut voir qu'en fonction du type de robinet, vous avez ici une pression différentielle de 10 kPa appliquée au robinet. Ça, c'est la première courbe en bleu. Et là, le robinet va travailler de 20 degrés, qui est sa consigne, s'il a été consigné à 20 degrés, position 3, jusqu'à 21. Eh bien, c'est sa bande proportionnelle. C'est-à-dire que lui, quand la température ambiante va atteindre 21 degrés, il devra s'être fermé complètement. Voilà, c'est ce qu'on va lui demander. Il va travailler dans cette bande proportionnelle d'1 degré, maîtriser sa température ambiante à 1 degré. Si vous avez une pression différentielle qui s'applique et qui est importante sur le robinet, jusqu'à 60 kPa, vous voyez, ça fait un décalage de cette courbe, ici toujours pour un bulbe liquide. Donc ça veut dire qu'on va être moins précis en régulation. On a à peu près un demi-degré de décalage de consigne. Et puis, si vous avez un bulbe gaz, le bulbe gaz a moins de poussée, moins de force, il va être plus sensible à cette variation de pression différentielle. Et là, son décalage de point de consigne va être plus important, donc un confort moins performant et plus de consommation énergétique. Et puis également, l'influence de la température de l'eau. On fera attention à ce que ça n'influence pas la tête thermostatique. C'est tous ces éléments, vous voyez, qui font qu'à la fin, vous avez une tête thermostatique qui va rendre correctement sa fonction. Un autre élément dont je viens de parler, c'est l'influence de la pression différentielle. Quand vous vous apercevez que vous avez une pression différentielle qui est trop importante sur les robinets radiateurs, on va se faire aider de régulateurs de pression différentielle. Donc là, c'est ce qu'on appelle les kits STAP, que l'on va placer sur les colonnes, si on a affaire à des colonnes de radiateurs, ou que l'on va placer à l'entrée des appartements, ici, et on va utiliser une vanne. Alors ça, c'est fréquemment utilisé pour faire de l'équilibrage au niveau des appartements. On utilise une vanne combinée qui va faire à la fois, vous pouvez mettre un moteur ici, qui est commandé par le thermostat de l'appartement. Donc cette vanne-là, il fait à la fois la régulation au niveau de l'appartement. Ensuite, elle va faire l'équilibrage, s'assurer qu'il y ait le bon débit sur chacun des appartements de l'installation et de façon automatique, vous allez faire régler le débit. Mais on va aller encore plus loin. Cette vanne-là, elle va assurer une régulation de pression différentielle pour faire en sorte que les robinets ne subissent pas des excédents de pression. Vous voyez, elle fait plusieurs fonctions. Et je mets un gros panneau danger. On peut voir sur des installations, par des mauvaises préconisations, à la place de cet ensemble-là, il est mis une vanne à pression indépendante, on va dire classique, comme il est utilisé beaucoup aujourd'hui. On en utilise beaucoup des vannes dites à pression indépendante, on en trouve dans tous les catalogues. Et alors l'idée, c'est de dire, ben, c'est automatique. Alors ça, on va mettre ça sur chaque appartement et l'équilibrage va être automatique de l'appartement. Oui, ok, l'équilibrage va être automatique, c'est-à-dire que cette vanne-là, si vous n'avez pas ce capillaire ici, vous voyez, elle n'a pas la régulation de pression différentielle. Eh bien, cette vanne-là, effectivement, elle va régler le bon débit sur l'appartement. Ça, c'est vrai. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va vouloir maintenir, quoi qu'il se passe, toujours le même débit sur l'appartement. Ça veut dire que les robinets de radiateurs, quand eux, ils vont vouloir réguler, ils vont commencer à se fermer. Ils vont se fermer parce qu'ils veulent demander moins de débit. Et bien, cette vanne-là, elle va dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Mon débit chute, moi, je m'ouvre. Donc, au fur et à mesure que les robinets se ferment, elle va s'ouvrir et finalement, elle va être complètement ouverte. Toute la pression primaire va passer sur les robinets radiateurs qui vont se mettre à siffler, et certaines disent s'ils sifflent, ce n'est pas parce qu'ils sont contents, c'est parce qu'ils commencent à avoir des problèmes de fonctionnement, et puis il va y avoir des dérives en température, donc on a des problèmes de fonctionnement sur l'installation, et on a mis le mauvais produit pour cette installation. Donc attention à ce genre de raccourci. Ici, c'est bien un régulateur de pression différentielle qu'il nous faudra pour l'appartement. Également, dans des cas où on a des distributions plus complexes, où on ne pourra plus appliquer facilement la méthode des 10 kPa pour l'équilibrage, on va se faire aider d'un autre outil. Ça va être un robinet automatique de radiateur qui va lui directement, de façon automatique, régler le débit du radiateur. Donc ça a été une évolution qui a été développée par notre société, TI Meyer en Allemagne, Yemi Meyer. Donc un robinet automatique. Ici, alors très simplement, avec une clé, vous allez lui dire, tiens, je veux 50 litres/heure.
et c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a plus de réglage, méthode dédicapée, etc. Vous lui dites, je veux 50 litres heure, eh bien, le robinet, automatiquement, au maximum, fera passer 50 litres heure. Bien sûr, après, la tête thermostatique fera son travail de régulation, mais au maximum, vous aurez 50. Ici, vous voulez 30 litres heure, eh bien, vous aurez vos 30 litres heure de façon automatique. On le fera sur des installations qui sont, on va dire, un petit peu plus biscornues et plus difficiles à gérer par module, comme on le ferait par appartement. Dans certaines installations, eh bien, de nouveau, si on a des distributions un petit peu plus importantes, on risque d'avoir des pressions différentielles trop fortes et les robinets, vraiment le maximum des maximums, n'allez jamais au-dessus de ça. C'est 60 kPa, 6 mètres de colonne d'eau pour leur fonctionnement. Et même, je dirais que le fonctionnement normal d'un robinet thermostatique, c'est 30 kPa, bulbe liquide. Hein. Pour les bulbes gaz, c'est plutôt 20 kPa moins de pression différentielle. Et si vous avez trop de pression différentielle, il faudra se faire aider par les régulateurs de pression différentielle sur l'installation, les kits STAP qu'on viendra rajouter pour maîtriser les pressions différentielles appliquées au robinet. Voilà ces éléments des boucles de régulation. Et puis, je termine très rapidement sur un outil parce que ce n'est pas connu. On parle ici de rénovation. Eh bien, sachez qu'il existe des outils. Si jamais vous avez besoin d'intervenir sur un radiateur, changer un insert, soit pour une conversion en robinet thermostatique, soit pour une conversion en robinet automatique. Alors, attention, il faudra voir l'année du robinet, etc., savoir quel insert utiliser. Mais sachez qu'il existe des outils permettant de faire ce changement du mécanisme sans vidanger l'installation. Donc, vous raccordez sur le robinet, vous enlevez ce mécanisme, vous le changez par un nouveau mécanisme et vous n'avez pas besoin de vidanger l'ensemble de votre installation. D'accord? Donc, c'est pour information, je vous dis ça, on pourra vous donner plus d'informations si jamais vous êtes intéressé. Voilà pour cette présentation. C'est plutôt rapide, évidemment, sur les divers points de cette rénovation hydraulique. Ici, depuis le début, donc on l'a découpé en deux morceaux, ce chapitre-là, c'est très lourd et on ne pourrait pas passer plus de temps. Eh bien, on a vu en premier la partie qualité d'eau à point d'eau, tarage et soupape, stabilité du maintien de pression au niveau de la production. C'est un incontournable. Avant de démarrer la pompe d'une installation, on doit s'assurer de ces éléments-là. Inutile de démarrer sur l'installation si on n'a pas vérifié ces points-là. Ensuite, on avait vu la partie interface hydraulique avec les bouteilles et casse-pression, les problèmes de compatibilité de débit, les débits parasites, si jamais on a mis un ballon de séparation, notamment en froid, les piquages, il faudra faire attention aux piquages et éventuellement modifier ces piquages. Donc, on avait abordé ça. On vient de voir la partie diagnostic hydraulique, équilibrage d'installation et puis les boucles de régulation. Vous voyez, c'est un parcours hydraulique important à faire et si on le maîtrise correctement, eh bien, on peut faire une rénovation d'installation. Il y a des gros bénéfices que l'on va obtenir en termes de confort et en termes d'économie d'énergie de l'installation. Merci beaucoup de votre attention. J'ai conscience que ça va très vite. Maintenant, je vais rendre la parole à Claude pour les parties questions-réponses. Oui, Eric, ben justement, je rebondis sur ton dernier point. Une question. Si l'on remplace les robinets manuels par des robinets thermostatiques, quelle est l'économie d'énergie espérée? Oui, alors ça, c'est une question que l'on a fréquemment par des maîtres d'ouvrage qui vont investir dans des campagnes de rénovation de robinets de radiateurs. Il y a beaucoup de radiateurs manuels, robinets manuels sur le marché français. On est d'un des plus gros marchés sur le robinet manuel et on convertit par des robinets thermostatiques. Et bien sûr, il y a des économies d'énergie. Alors, les économies d'énergie, c'est jamais si facile à déterminer parce qu'il faut bien l'avouer, il est très rare qu'on fasse une campagne uniquement de changement des robinets. Généralement, on fait les robinets, on refait un équilibrage de l'installation, on a même éventuellement réadapté la pompe et peut-être changé la chaudière. Mais pour autant, il y a des études très sérieuses qui ont été menées notamment en Allemagne par des laboratoires extérieurs, ce n'est pas nos études, qui ont montré que les économies d'énergie étaient à peu près de 15%. Je pourrais vous faire passer ces références, ces études, de 15% jusqu'à 28% d'économie d'énergie et qui étaient dépendantes du régime de température initial de votre installation et savoir si vous travaillez en chaudière à condensation ou pas. Plus vous avez un régime de température important, du 90-70 comme on faisait dans le temps, j'ai envie de dire, puisque c'est de moins en moins le cas, et plus la campagne de rénovation aura un impact sur les économies d'énergie. Donc, on peut vous faire passer ces informations-là. Merci. Autre question, est-ce que l'équilibrage hydraulique donne droit au certificat d'économie d'énergie?
Alors, je ne sais pas si je réponds ou si c'est Antoine ou quelqu'un d'autre, mais Oui, tu veux répondre, Antoine, ou? oui, je peux prendre la parole. D'accord. Oui, il donne droit au certificat d'économie d'énergie. Parce qu'en fait, je prends la parole parce que j'ai la référence en tête. J'avais noté la référence pour Merci, je ne l'ai pas. le certificat d'économie d'énergie. C'est la référence BARSE 104. Bon, c'est un peu compliqué à retenir, mais en tout cas, c'est vraiment cette référence de certificat d'économie d'énergie qui vous permettra de bénéficier de l'exonération par rapport à une campagne d'équilibrage. Et également les robinets radiateurs, hein, qui donnent droit à des Oui, certifications. et également, le remplacement des robinets radiateurs de manuel à thermostatique donnera droit à un certificat d'énergie. Malheureusement, j'ai pas cette référence en tête. Ça peut représenter des sommes importantes, hein. Vous savez, ça représente généralement, on a vu pour l'équilibrage hydraulique jusqu'à 30% du financement, de l'investissement sur la partie équilibrage, donc 30% récupéré par ces certificats. Et on a même un exemple d'installation où la partie, on va dire, rééquilibrage, le coût qui a été fait par une société extérieure, hein, c'est pas nous, ça représentait 60 000 euros, 65 000. Et en fait, 60 000 ont été récupérés grâce au certificat d'économie d'énergie, ce qui évidemment est énorme. Je ne parle pas ici de l'achat et de l'installation du matériel. Donc, mais il n'empêche que ça représente quand même des sommes importantes qui vont permettre de réduire l'investissement et de bénéficier de tous les avantages de l'équilibrage de l'installation. Okay. Autre question, quelle est la valeur VT? Pardon, excuse-moi. Oui, pardon. J'ai vu la remarque d'un participant. Pour les robinets thermostatiques, la référence, c'est BARTH 117 concernant les certificats d'économie d'énergie. Merci, Dorian. Alors, je continue. Quelle est la valeur VT, variation temporelle, de votre tête thermostatique? Alors, la variation temporelle, c'est utilisé sur le marché financier, c'est partie du calcul réglementaire thermique. La variation temporelle, en fait, elle est issue, vous vous souvenez, j'ai montré les caractéristiques techniques des robinets de radiateurs qui sont normées, la norme N215. Et en fait, on prend certains de ces paramètres pour calculer ce qu'on appelle la variation temporelle, qui traduit, on va dire, le comportement thermique du robinet et son bon comportement. Nos têtes thermostatiques font partie des plus performantes et de loin, avec des variations temporelles qui sont de 0,2, ce qui fait vraiment des très très bonnes valeurs. Vous devez garder en tête qu'aujourd'hui, il y a un peu une course à l'échalote c'est un petit peu plus du marketing que de la technique, de la thermique. Certains vont dire, oulala, non, mais moi j'ai une variation temporelle qui est de 0,18 ou 0,15 ou 0,12, je sais quelle est valeur. En fait, tout à fait honnêtement, ça n'a peu d'impact, voire pas d'impact du tout sur le comportement thermique de l'installation. Et d'ailleurs, les nouveaux textes, le nouveau calcul de la réglementation thermique va considérer finalement pour toutes les variations temporelles de 0 à 0,4, si je ne me trompe pas, eh bien, on va prendre pour tout le monde, tous les fabricants, une valeur de 0,2 parce qu'on considère qu'entre 0 finalement et 0,4, c'est déjà de très bonnes factures et ensuite, il y aura une autre tranche. Donc voilà, pour répondre directement à la question, c'est 0,2 et ça va dépendre du type de tête thermostatique. Ça va? Très bien, merci. Concernant l'analyse des boucles de régulation ou plus généralement des réseaux hydrauliques, est-il possible de vous soumettre des schémas hydrauliques pour avoir votre expertise sur les modifications à apporter? Oui, alors je peux répondre aussi à cette question-là. J'ai présenté quelques boucles hydrauliques et vous voyez que c'est un des points importants. La boucle de régulation, ça va être le cœur du contrôle de l'installation ou d'une partie de l'installation. Et on doit la maîtriser. Si on ne la maîtrise pas, oubliez les investissements, chaudière à condensation, pompe à vitesse variable, etc. Parce qu'on ne maîtrise pas l'utilisateur en fait. Et c'est l'utilisateur qui détermine le comportement de l'installation. Donc l'analyse des boucles de régulation, elle est très importante. Et oui, on peut évidemment vous aider, soit par certains d'entre nous qui vont venir avec vous sur le site, avec des appareils de mesure, avec les logiciels pour recalculer l'installation, comme l'a démontré Antoine, pour retrouver les caractéristiques du réseau, les autorités des vannes. Et puis, sachez-le également, on a un bureau d'études en interne qui est ces 15 ingénieurs qui vont travailler au niveau mondial, à qui on peut envoyer
des schémas complets d'installation et ils vont analyser le réseau hydraulique et voir les modifications et éventuellement recalculer tous les réglages, toutes les autorités des vannes. Et c'est un service que l'on offre gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous faire appel à nous si vous avez besoin de cette expertise. Bien sûr qu'on vous aidera là-dessus. J'ai une question qui vient de tomber. C'est est-ce qu'il faut installer une vanne avant ou après un terminal? Ah, ça c'est intéressant aussi. Alors, vanne, finalement, on peut parler de vanne de régulation ou vanne d'équilibrage avant ou après un terminal. Alors, du point de vue de l'hydraulique pure et du point de vue de la régulation, il n'y a aucune différence. Aucune différence parce que cette vanne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle règle le débit. Et si je règle le débit sur l'entrée ou sur le retour, normalement, il faut que ça soit le même. Hein, parce que si ce n'est pas le même, ça veut dire que j'ai des fuites quelque part sur mon installation. Donc, forcément, c'est le même entre le départ et le retour, que ce soit une vanne d'équilibrage sur le départ ou sur le retour. Et certains vont dire, oula, mais comment ça se fait que vous dites normalement d'installer une vanne d'équilibrage sur le retour de l'installation? Je le répète, hydrauliquement, pour l'équilibrage, pour le réglage de débit, pour la régulation, si une vanne motorisée, c'est exactement la même chose. Ensuite, ce qui va faire dire de mettre plutôt les vannes sur le retour, par exemple, pour les vannes d'équilibrage, c'est finalement plutôt quand on fait référence à des colonnes de radiateurs, par exemple, et vous savez, la vanne d'équilibrage, on peut faire une vidange sur la vanne d'équilibrage. Et bien à ce moment-là, si vous voulez vidanger correctement votre colonne, il faut être placé sur le retour. Vous fermez votre vanne d'équilibrage et vous ouvrez la vidange. Attention que la vidange soit placée du bon côté, d'accord? Le côté de la colonne, ce que vous voulez vidanger, non pas du réseau. Et vous allez vidanger correctement votre colonne. Et ça va être cette raison-là qui va dire mettez-la plutôt sur le retour de l'installation. Il y a également des règles de distance par rapport à des coudes ou des pompes. On respecte, vous savez, ce qu'on appelle la règle des 10D par rapport à une pompe, 5D par rapport à un accessoire. Et la pompe étant souvent placée sur le départ, mettre la vanne sur le retour nous permet de nous éloigner de la pompe et avoir une mesure plus précise. Vous voyez, c'est ces ensembles de ce genre de raisons qui font dire de mettre une vanne plutôt sur le retour que sur le départ. Mais je le répète, en termes de réglage hydraulique, de régulation, on n'aura pas de différence de comportement de l'installation. Ça va? Oui, très bien. Une question un peu longue, mais qui vient juste de tomber. Pour la question des vannes modulantes en 0,10 volts, 80 mA, je ne vois de plus en plus de BE qui préfèrent travailler à débit constant car la réactivité des vannes modulantes et les soucis créés par celles-ci ne permettent plus de garantir une régulation parfois précise. As-tu un retour d'expérience là-dessus? Plus assez de débit dans l'échangeur pour garantir un bon échange, échangeur à plaque et ventilo convecteur par exemple. Ah, ça c'est intéressant, en fait ici, et ça c'est très intéressant parce que c'est finalement assez marquant du marché français. Le marché français, alors je le compare parce que j'ai eu l'occasion de travailler à l'international pour divers pays et sur le marché français, on a pendant de nombreuses années travaillé à débit constant. D'accord. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, ça y est, je suis un ancien, je vais parler comme un ancien. On travaillait plutôt à débit constant. Et puis, le débit constant, il a cet avantage, c'est que, donc 23 voies, hein, généralement, débit constant, il a cet avantage qu'une fois que vous avez bien réglé votre installation, bien dimensionné les vannes, eh bien, plus rien ne peut vous arriver, puisque maintenant, quelle que soit l'ouverture et la fermeture de vanne, vous avez toujours la même autorité, toujours le même débit qui arrive. Okay. Donc ça va. Bien sûr, on sait que travailler à débit constant, c'est consommateur du point de vue énergétique. C'est consommateur parce que le débit constant, vous avez des températures de retour qui ne sont pas optimisées, donc vous avez une condensation qui est moindre, vous avez des groupes de froid qui ont des moins bons coefficients de performance et vous avez des surconsommations au niveau des pompes qui travaillent sans arrêt à 100% de débit. D'accord? Donc même si vous mettez une pompe à vitesse variable, hein, vous pouvez, hein, mais de toute façon, la pompe, elle garde toujours sa même vitesse puisque vous êtes à débit constant, 100% de débit. Donc, maintenant, on travaille de plus en plus avec des installations travaillées à des variables et on a raison de le faire, donc en utilisant des vannes de voie. Seulement, la problématique, c'est que la vanne de voie, elle est plus complexe et si on veut qu'elle fonctionne correctement, il va falloir la calculer correctement. Et une des erreurs qui est faite, c'est de calculer une vanne de voie comme on a calculé une vanne 3 voies en termes d'autorité. Et là, et c'est ce que je décèle sous la question, je ne suis pas sûr complètement, mais ce que je décèle sous la question, c'est que tout d'un coup, le gars dit, oula, mon installation,
elle travaille moins bien qu'avant. J'arrive pas à la faire fonctionner correctement quand je travaille à débit variable. Et oui, parce qu'en débit variable, il va falloir maîtriser les variations de pression différentielle, il va falloir maîtriser les autorités des vannes. Mais rien d'impossible, hein. On le fait très très bien, on peut faire le calcul complet, ça va vous coûter moins cher d'ailleurs en investissement, le coût des vannes 2 voies de régulation, si elles sont bien calculées, pas au diamètre de la tuyauterie, hein, ou pas à un diamètre en dessous comme on voit souvent, non, on va la calculer correctement pour qu'elle ait une bonne autorité, ça va vous coûter moins cher avec un fonctionnement qui sera plus performant qu'en vanne à débit constant. Donc, je comprends cette question, cette remarque avec des problèmes, mais il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas une installation performante en vanne 2 voies débit variable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ça et on pourra éventuellement parler avec la personne qui a posé cette question. La personne vient de répondre, très bien, merci. Bon, ok. Voilà. Une question qui s'y rapproche, quelle est la bonne autorité pour des vannes 2 voies et 3 voies? C'est la même chose que pour les vannes 3 voies, 2 voies. La bonne autorité, c'est d'avoir une autorité au-dessus de 0,5. En fait, on cherche à avoir des autorités entre 0,5, 0,7, 0,8. Voilà, ça, c'est des très bonnes autorités. Ça veut dire quoi? C'est la vanne qui a l'autorité sur le fil. C'est elle qui va contrôler, c'est elle qui va garder sa caractéristique de régulation. On n'a pas besoin d'aller se creuser la tête pour dire j'ai une vanne qui fait 0,7, oulala, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir une autorité de 0,9 et je vois même sur des documents une autorité de 1 avec les vannes dites à pression indépendante. C'est une, désolé du terme, c'est une stupidité, enfin c'est du marketing. Il n'y a pas d'autorité égale à 1 sur une vanne, même à pression indépendante. Vous savez, les vannes qui intègrent un régulateur de pression différentielle. Et on a sur le marché ce qui se fait de mieux, hein, les vannes, ce qu'on appelle thermomodulateur, compact P, c'est ce qui se fait de mieux en vanne à régulation de pression indépendante. Elles n'ont pas une autorité de 1. Pourquoi? Parce qu'on utilise un régulateur de pression différentielle qui a ce qu'on appelle sa bande proportionnelle, qui va varier en pression, quoi qu'il arrive. Et cette variation de pression fait une variation d'autorité. Et on aura des autorités autour de 0,7 qui est tout à fait convenable. Voilà ce que l'on va viser comme autorité en vanne 2 voies et vanne 3 voies. J'espère que j'ai répondu de nouveau à la question. Une autre question qui est un peu longue. Bonjour, j'ai installé dans une copropriété des vannes d'équilibrage sur chaque boucle de logement. Dans les logements, la distribution est en monotube dérivé. Nous avons installé des robinets thermostatiques sur les radiateurs, hors la salle de bain. Sur certains radiateurs, la tête thermostatique a été installée sur une équerre inversée à cause de la configuration d'origine. Ces radiateurs ne chauffent plus uniformément, froid en bas. Avez-vous déjà eu ce genre de problème? Cela vient-il de l'équilibrage du robinet? Alors, je ne sais pas si je continue à répondre aussi, Antoine, tu veux prendre, mais le monotube, tu pourras compléter, Antoine, le monotube dérivé, alors il faut faire attention, il y a plusieurs monotubes dérivés. Première chose, d'abord, le monotube, c'est du débit constant, donc voilà, on retourne sur le débit constant, ça fonctionne très bien, on peut faire une très belle installation en monotube. Alors, certains vont peut-être être choqués de ça parce qu'on a l'impression que le monotube, c'est l'ancien temps, il ne faut plus en faire, etc. Non, non, on peut faire de très très belles installations en monotube, ce qu'on appelle du monotube dérivé. On va utiliser dans ce qu'on appelle le dérivé, pas ce que l'on faisait dans le temps avec du 50-50 sur les radiateurs, parce que quand le robinet se ferme, ça fait des grosses variations de débit. On utilise du monotube dérivé qui est généralement du 40-60, du 35-60, ça veut dire qu'il y a 35% de débit qui va dans le radiateur, 65 qui est bipassé, et on le fait avec des robinetteries particulières. Je ne suis pas jugé sur cette installation, ce qui a été installé ou ce qui est. Hein. Et donc, il n'y a pas de problème d'équilibrage en monotube, d'équilibrage des radiateurs. On ne peut pas parler de problème d'équilibrage. Pourquoi? Parce que tous les radiateurs de votre installation reçoivent 100% de débit. Ils reçoivent trop, d'accord? Et c'est pour ça qu'on met une dérivation et on va devoir dériver une partie du débit sur le radiateur et bypasser une grosse partie du débit pour le faire continuer dans la boucle, d'accord? Par contre, ce qui se passe dans le monotube, c'est qu'au fur et à mesure que vous éloignez, votre température d'alimentation des radiateurs chute de plus en plus. Si bien que les premiers radiateurs, le pourcentage de débit sera plus faible. Vous n'allez pas envoyer 35%, par exemple, vous allez envoyer 20%. Et ensuite, le deuxième radiateur, je prends des chiffres au hasard, hein, 25%, et etc. Et en fait, vous jouez sur le pourcentage de débit que vous envoyez sur le radiateur. Donc, ce n'est pas un équilibrage en soi, puisque vous avez 100% du débit qui arrive, mais c'est le pourcentage de débit. Est-ce que ça a été correctement réglé sur cette installation?
Est-ce que le problème vient de ça? Peut-être. Ou est-ce que c'est le type de robinetterie? Comme ça, évidemment, c'est difficile à dire, mais juste voilà quelques mots sur le. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas fonctionner correctement, l'installation monolithique. Merci. Je me permets d'apporter une précision. Donc en fait, on parle de montage en équerre dérivé sur le radiateur d'origine. Alors ça, a priori, ça n'a pas d'importance, le montage de la tête par rapport à l'alimentation ou par rapport à l'équilibrage, qu'il soit équerre droit et équerre inversé. Ça n'a pas d'importance sur l'équilibrage. Maintenant, que les radiateurs ne chauffent plus uniformément, c'est-à-dire qu'ils soient froids en bas, eh bien s'ils sont alimentés par le haut en eau chaude et qu'ils sont un peu plus froids en bas, en principe, c'est normal car le long du radiateur, du haut vers le bas, la chaleur est consommée dans l'appartement. Voilà. Maintenant, dans quelle mesure il est froid, c'est là qu'il faudra peut-être repréciser la chose. Visiblement, on a répondu. Merci. Dernière question. Bonjour, on rencontre de plus en plus de régulation des pompes en delta T plutôt qu'en delta P lors des rénovations de pompes. Ceci permet de garder les 23 voies en place. Quel est votre avis sur ces méthodes? De nouveau, je peux commencer à répondre, puis après ceux qui veulent compléter. Oui, ça c'est de nouveau un sujet extrêmement intéressant, hein, régulation des pompes, soit sur la température de retour, soit sur le delta T, soit sur le delta P. Il y a une chose dont il faut faire attention quand on fait ces régulations centralisées, d'accord? C'est que en fait, la température de retour, le delta T donc de votre installation, c'est une moyenne de toute votre installation. Et vous savez, il y a je ne sais plus qui d'ailleurs disait ça, il dit, vous savez, il y a une pauvre personne qui s'est noyée dans un lac avec une hauteur d'eau moyenne de 20 cm. Comment il a pu se noyer dans un lac avec une hauteur d'eau moyenne de 20 cm? Évidemment, tout le monde sait qu'avoir en moyenne 20 cm, ça veut vouloir dire que j'ai des trous d'eau de 10 mètres. Il y a certains endroits, j'ai quelques millimètres de hauteur d'eau. Bon, évidemment, c'est le propre de la moyenne, d'accord? Et là, c'est la même chose. Il faut toujours faire attention quand on travaille de façon centralisée, c'est que ce delta T, c'est une moyenne, d'accord? Alors, si il reflète et vous avez une installation qui est relativement homogène dans son comportement, c'est-à-dire que finalement, votre bâtiment, derrière, tous les circuits réagissent de façon homogène en termes de demande de puissance. Vous faites une régulation centralisée en delta T, eh bien, ça va aller. Si vous avez une installation qui est plutôt disparate et vous voulez dire, attention, j'ai des circuits très demandeurs côté nord, ou avec des circuits où j'ai besoin de déshumidifier, je suis en clim, donc là j'ai une demande de puissance plus importante, ou des salles ou des endroits, bon ça dépend si on est en chaud ou en froid, où là c'est plutôt disparate en demande. Attention, la moyenne pourrait faire en sorte que votre delta T, bien vous avez réduit votre hauteur monométrique de pompe, parce que votre delta T va vous servir à réduire la hauteur monométrique de pompe. Vous êtes en train de réduire la hauteur monométrique de pompe et vous avez le risque de ne plus satisfaire certains circuits qui, eux, sont toujours en demande alors que d'autres se sont fermés. Donc, il n'y a pas à être pour ou contre de dire je vais faire du delta T sur l'installation, mais pour moi, c'est toujours en complément et c'est toujours s'assurer que ça ne va pas aller à l'encontre du fonctionnement de l'installation parce que l'optimisation de la pompe ou la température de retour ne doit jamais se faire à l'encontre du fonctionnement de l'installation. Et pour aller plus loin là-dessus, en réalité, ce qui fait la température de retour de votre installation, ce qui fait l'optimisation de température de retour, ce n'est jamais une régulation sur la pompe, ce n'est jamais une régulation centralisée, ce n'est jamais une régulation au niveau de la chaudière. Ce qui fait que vous optimisez votre température de retour, c'est l'utilisateur. C'est ce que vous faites de l'énergie. On vous envoie de l'énergie, comment vous l'utilisez? Eh bien, c'est également un sujet qu'on avait vu qui est important, hein, qu'on avait vu, je me trompe maintenant dans les divers webinaires, mais je crois que c'est le numéro 2. En fonction de la façon dont vous allez réguler votre installation, eh bien, c'est ça qui va déterminer la température de retour optimale pour vos chaudières, vos groupes de froid. Et suivant si vous êtes en tout ou rien, suivant si vous êtes en modulant, suivant si vous avez équilibré, suivant vos autorités de vanne, si vous êtes en vanne 3 voies, en vanne 2 voies, eh bien, c'est ces éléments-là qui vont faire que votre température de retour seront optimisées. Et une fois que votre température de retour est optimisée par rapport à l'utilisation que vous faites de l'énergie, vous n'avez plus rien à faire. Il n'y a plus à faire une régulation complémentaire au niveau du delta T. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Si on le fait, attention. Mais en réalité, ce sera plutôt l'installation qui va déterminer le comportement et le delta T
le bon delta T de votre installation. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, je pense que oui, je pense qu'on est arrivé au terme, ceux pour lesquels on n'a pas répondu. Je sais qu'on parle on a pas mal de choses. On reviendra vers les gens avec qui on n'a pas pu répondre plus précisément. Donc, je pense qu'on pourra mettre un terme à cette session de questions-réponses. Vous avez, en terminant ce webinaire, accès à une enquête de satisfaction et aussi, merci d'y répondre et de nous donner aussi les éléments sur lesquels vous souhaitez avoir les prochains webinaires pour l'année prochaine, en sachant qu'on a un webinaire dès le mois de janvier. Donc, on sera ravis de vous retrouver sur la prochaine session de webinaire. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Un grand merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.